14h01. On va donc commencer. Bonjour à tous, bienvenue au deuxième rendez-vous de l'intelligence artificielle organisé par Penny Lane, où on va apprendre à construire avec l'intelligence artificielle facilement. Je serai votre hôte pour ce deuxième rendez-vous. Je suis Cyril. Pour ceux qui n'étaient pas présents lors du premier rendez-vous, j'ai rejoint Penny Lane il y a 7 mois et je suis en charge des nouvelles opportunités, notamment en lien avec l'intelligence artificielle. Donc certains m'ont peut-être déjà vu sur des sujets type le compte assistant ou autres sujets intelligence artificielle dans le produit. Petit rappel, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat et surtout à voter pour les questions qui vous semblent pertinentes. Dans la dernière partie de cette présentation, il y aura des temps d'attente et je répondrai aux questions les plus votées. Et pour information, pour toutes les questions auxquelles je n'aurai pas le temps de répondre en séance, j'y répondrai sur le club IA que vous trouvez dans la communauté intelligence artificielle, dans la communauté Penny Lane. Mais vous inquiétez pas, on vous enverra toutes les infos par email par la suite. L'objectif de ce rendez-vous, comme vous le savez, c'est de construire du coup une application avec l'intelligence artificielle et je vais commencer par vous montrer ce qu'on va construire par la fin. Juste un petit teaser pour vous convaincre de rester jusqu'à la fin. Le cas qu'on va faire, la petite application qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va imaginer que je suis Cyril, ça je le suis, collaborateur dans un cabinet d'experts comptables et j'ai envie de créer une petite application pour mes clients restaurateurs avec les couleurs de mon cabinet. Et cette petite application que je crée pour mes clients restaurateurs leur permettront d'avoir à la fois une visibilité très haut niveau sur leurs indicateurs financiers, mais aussi d'avoir une visibilité sur les factures fournisseurs en retard et les factures clients en retard. C'est ça qu'on va construire pendant la dernière partie de ce rendez-vous IA, et ça ressemblera à quelque chose comme ça. Donc, ce sera une plateforme, alors, c'est des comptes démo, vous le savez, les données sont toujours un petit peu bizarres dans les comptes démo, mais l'idée, c'est d'avoir ce genre de dashboard avec, bon, le cabinet ici s'appelle le cabinet Tomate, et donc c'est un dashboard que je peux partager à mes clients restaurateurs, où à la fois, ils ont des indicateurs financiers, ils ont une visibilité sur toutes les factures fournisseurs impayées, donc avec le fournisseur, la date, l'échéance, le montant. Et ils ont pareil côté facture client, où ils peuvent voir toutes les factures impayées. Et même pour les factures en retard, il suffit de cliquer sur la facture et d'avoir un petit email qu'ils peuvent envoyer directement à leurs clients. C'est ça qu'on va construire dans la dernière partie. Et une demi-heure sera largement suffisant pour construire ça. Mais avant qu'on construise ça, on va avoir deux parties, un petit peu de présentation, d'explication sur deux sujets. Un, l'intelligence artificielle et l'outil qu'on va utiliser. Et deux, sur l'API. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller trop en profondeur. L'idée, c'est de parcourir ces sujets très rapidement, juste pour que tout le monde qui soit présent dans cette séance comprenne la démo. On a besoin de comprendre un petit peu ce qu'est une API et comment fonctionne l'intelligence artificielle pour comprendre un outil comme Lovable et comprendre l'intérêt d'utiliser un outil comme Lovable. Première partie, fondamentaux, intelligence artificielle et outils de build. L'idée de cette petite partie, c'est 2 slides, ne vous inquiétez pas, c'est juste de comprendre les bases avant de choisir un bon outil et de comprendre les bases pour notre démo à la fin. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? En réalité, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle générative parce qu'elle génère quelque chose. Dans la grande majorité du temps, c'est du texte. Par exemple, ChatGPT, il fait du texte. Aujourd'hui, il y a plein d'autres intelligences artificielles qui peuvent faire des images, du son, de la vidéo, il y a plein de choses. Mais une IA générative produit du texte, produit du contenu, pardon. Pour faire ça, il y a une première étape qui a besoin d'avoir l'intention de l'utilisateur. Alors l'intention, c'est un terme un peu générique pour expliquer n'importe quel type de contenu qui peut être du texte, on peut parler à l'intelligence artificielle, mais on peut aussi lui envoyer une image, on peut lui envoyer une vidéo, on peut lui envoyer du son. Et donc l'intelligence artificielle, à la fin, c'est quoi ? C'est une intention de l'utilisateur, la grande majorité du temps un texte. Il y a un raisonnement, et je mets vraiment raisonnement entre guillemets, c'est de l'informatique, ce n'est pas un humain qui est derrière, mais il y a une partie d'informatique qui tourne qu'on appelle aujourd'hui du raisonnement. Et il y a une sortie, un texte, du code, n'importe quoi. La grande majorité des cas, c'est l'utilisateur écrit du texte, ça résonne et ça sort du texte. J'ai fait cette partie-là parce que j'ai eu pas mal déjà d'échanges avec vos confrères, vos consoeurs, avec un peu une question de « Ah, mais il y a plein d'outils, c'est compliqué, il y a toujours le nouvel outil, maintenant c'est Claude, avant c'était ChatGPT, à un moment c'était GitHub Copilot. » C'est un petit peu compliqué de tout suivre. Mais en réalité, je pense qu'il faut se dire, avant de choisir un outil ou pas, il faut se rappeler c'est quoi les différentes familles d'outils d'intelligence artificielle qu'il y a aujourd'hui et se poser la question lesquels sont pertinents pour vous et au sein de chacun des familles, prendre un seul outil. Il y a 4 familles d'outils.
Le premier, c'est les assistants conversationnels. Je pense que ceux-là, vous les connaissez tous. C'est ChatGPT. C'est le premier qui est arrivé. C'est je lui parle, il me répond. L'objectif de ces outils-là, c'est un gain de productivité immédiat. Préparation d'email, analyse d'un fichier, etc. La deuxième famille d'outils, qui est pour la majorité d'entre vous, je pense, moins pertinent, c'est les assistants de code. En fait, c'est comme l'assistant conversationnel, sauf qu'au lieu de produire du texte, ça va produire du code. Le code, c'est du texte, mais c'est juste un texte qui est un peu différent. Donc, les assistants de code, c'est je lui écris du texte ou je lui envoie une image et ça me sort du code. La troisième type de famille d'outils, et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui, ce que j'ai appelé les app builders, c'est comme le 2, c'est-à-dire que je lui donne du texte, il va générer du code, mais en plus de ça, il va faire en sorte que ce code soit disponible directement sur Internet. Il va ce qu'on appelle déployer. Mais c'est là qui est le plus pertinent et le plus utile pour la majorité des cas, parce qu'on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne derrière, on n'a pas besoin de comprendre le code, on n'a pas besoin de comprendre comment un serveur fonctionne. C'est juste, je lui demande de créer un dashboard, il me crée le dashboard. Il y a une quatrième famille d'outils qui est un peu fourre-tout. Je l'ai mentionné pour essayer d'être un peu exhaustif, même si je ne le suis pas du tout. Ça va être tous les outils où, en fait, ce n'est pas forcément un texte qui utilise en entrée. Ça va être de l'automatisation. Ça va être je reçois un email, il se passe quelque chose. Tous les jours, il se passe quelque chose. Une newsletter, il se passe quelque chose. Il y a plein d'outils. C'est un peu fourre-tout. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Ce n'est pas exhaustif. Vous avez des outils type Gamma, par exemple. Je sais que certains d'entre vous l'utilisent, qui permettent de générer des slides. Ce n'est pas là-dedans. Il y a encore plein d'autres outils. Mais ça reste quand même les 4 familles d'outils les plus importants. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein de chacun de ces familles, il y a beaucoup d'outils. Il ne faut pas chercher à utiliser le dernier outil, le plus sexy, celui qui est le plus tendance actuellement. Il faut juste se dire, pour les familles d'outils qui sont pertinents pour vous, il faut choisir un outil qui à la fois correspond à vos besoins, est-ce que l'expérience elle est bien, aussi à vos contraintes, est-ce que d'un point de vue RGPD, est-ce que d'un point de vue sécurité légale, ça fonctionne, et juste en prendre un et s'assurer de l'utiliser, de bien savoir l'utiliser. La réalité, c'est qu'à la fin, tous, les ChatGPT, les Claude, mais même les Mistral en France, aujourd'hui, en termes de qualité, ils sont très proches. Il faut juste s'assurer d'en avoir un dans chacune des familles qui est pertinent pour vous, et c'est tout. J'espère que vous y voyez plus clair aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et comme je le disais, aujourd'hui, on va utiliser la famille d'outils numéro 3, qui est l'App Builder, qui est vraiment le plus simple d'utilisation pour construire des applications. Deuxième partie, rassurez-vous encore, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, ce n'est pas l'objectif. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'est une API, à quoi ça sert, et vous expliquer l'API PennyLane, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une API ? Une API, c'est quelque chose qui permet l'échange de données entre logiciels sans clic manuel. Quand, dans la démo, on va construire une application, l'objectif, c'est que cette application, elle soit connectée à vos outils métiers. Si demain, c'est une application qui vit toute seule, bon, il y a des cas qui sont intéressants, mais ce n'est pas là où vous aurez le plus de valeur. L'intérêt d'une application, c'est qu'elle soit connectée à vos outils du quotidien. Pour que votre application puisse se connecter à vos outils de vos quotidiens, il faut que vos outils du quotidien aient ce qu'on appelle une API. Une API, c'est juste un peu une carte en disant si un logiciel veut récupérer ce type de données ou veut faire ce type d'action, voici ce qu'il doit faire. Et à la fin, quand un logiciel, et je prends l'exemple de PennyLane, évidemment, si PennyLane a une API, ça va permettre à un autre outil, un CRM par exemple, d'aller demander directement à PennyLane, mais sans clic manuel. Ce n'est pas un humain qui va aller sur PennyLane, qui va télécharger la donnée, qui va ensuite. C'est juste logiciel, votre CRM. Il peut se connecter directement à PennyLane, récupérer les données ou même faire des actions dans PennyLane. Tous les produits n'ont pas ça, tous les produits n'ont pas cette vision d'être un outil ouvert tel que PennyLane et de permettre aux autres de se connecter. Mais à la fin, vraiment, une API, il faut juste le considérer comme un moyen de pouvoir connecter un logiciel à un autre logiciel. C'est tout. Dans le cas de PennyLane, on a aujourd'hui 2 API. On a l'API entreprise, celle qu'on va utiliser aujourd'hui, et il y a l'API cabinet. L'API entreprise, c'est pour les entreprises ou pour les experts comptables, mais au niveau d'une entreprise. Et ça permet de connecter toutes les données de manière assez granulaire sur une entreprise donnée. L'API cabinet, pour le coup, ça vous permet, vous, en tant qu'expert comptable, et uniquement les experts comptables, d'avoir une vision plutôt haut niveau sur l'ensemble de vos dossiers, mais vous n'allez pas pouvoir aller autant en profondeur qu'avec l'API entreprise. C'est les 2 API. Et pendant la démo, je vous montrerai aussi comment on se connecte à l'API entreprise de PennyLane. J'espère que c'est plus clair. J'espère que tout le monde a maintenant un minimum de compréhension sur l'intelligence artificielle et les différents outils, et notamment sur l'API. Dans la démo, donc maintenant on a 30 minutes, c'est parfait, on a largement le temps de pouvoir construire l'outil. On va utiliser Lovable. Donc Lovable, c'est un des outils
de la famille 3, donc dans les App Builder, Lovable vous permet de juste, en écrivant du texte, de demander qu'une application soit créée. Comme je le mentionnais au début, le cas qu'on va faire aujourd'hui, c'est moi, je suis collaborateur dans un cabinet d'experts comptables, on a beaucoup de clients qui sont restaurateurs, et on a la volonté de leur construire une petite interface assez simple, où ils peuvent se connecter grâce à l'API et avoir de la visibilité sur des indicateurs financiers mensuels, ça pourrait être hebdomadaire, ça pourrait être quotidien, d'avoir une visibilité donc, sur les indicateurs financiers assez haut niveau, mais aussi avoir une visibilité sur les facteurs fournisseurs impayés en retard et les factures clients en retard. Le cas est relativement simple et évidemment, l'objectif, c'est avant tout de se connecter à l'API Pennyline. Ici, le cas, il sera différent pour chaque entreprise. Donc, il faut vraiment se connecter à l'API entreprise. Je ne veux pas que mon client restaurateur, il ait une vision sur les autres dossiers. Donc, il ne faut pas utiliser l'API cabinet, il faut utiliser l'API entreprise. On va aller maintenant sur Lovable. Alors, je suis toujours sur le cas de tout à l'heure. Quand on commence un projet sur Lovable, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on puisse se connecter avec l'API Pennyline. Il y a une petite partie de tuyauterie où il faut que ce projet Lovable que je vais commencer à utiliser, donc là on est sur l'interface de Lovable, il puisse aller récupérer l'API Pennyline. Bonne nouvelle, vous n'avez pas à le faire. On vous le partagera, donc je le partagerai dans un post sur Clubia. On a préparé quelque chose qui vous permet d'avoir la tuyauterie avec l'API Pennyline fait automatiquement. Et pour cela, il vous suffira de cliquer sur ce petit lien. Donc, vous voyez, il y a un lien pour pouvoir faire la tuyauterie avec l'API au niveau cabinet et un lien pour se connecter directement avec l'API entreprise. En cliquant dessus, alors évidemment, là maintenant, il faut que vous ayez un compte Lovable. Il vous suffit de créer un projet, donc c'est vraiment le lien. Et là, tout seul, Lovable va créer la tuyauterie avec l'API entreprise. Donc là, il va y avoir un petit temps d'attente et vous verrez que pendant le temps de démo, je n'ai pas commencé à répondre aux questions tout de suite parce que je sais que le retour qu'on a eu pendant la première session, que si je réponds à des questions à chaque fois qu'il y a un temps d'attente sur Lovable, ça devient un peu compliqué à suivre. Donc là, on va juste attendre que Lovable construise la tuyauterie pour se connecter directement à l'API entreprise. Alors, Lovable, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, vous avez à droite l'application qui est construite en live et à gauche, vous avez la manière de communiquer avec eux. Quand on crée un projet sur Lovable, il y a une première phase qui est une phase de plan. En gros, il ne va pas commencer à construire tout de suite. Il va d'abord lire ce que vous lui dites et il va se dire « Ah, voici le plan de ce que je dois faire ». Et ensuite, il va construire. Donc là, dans le cas du bouton qu'on va vous partager, il n'y a même pas à lire la première partie du plan. Il faut juste « Approve ». Et là, il va commencer à travailler et créer la tuyauterie pour se connecter à l'API entreprise. Ça va être un petit temps d'attente. Ça peut prendre entre 30 secondes et 1 minute 30. Alors, oui, rappel, je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère le rappeler. On vous enverra tous les liens, soit par email, soit ce sera un post sur le Club IA dans la communauté. Rassurez-vous, on vous enverra tout. Il y aura aussi un recording, une vidéo, et même on va travailler avec l'équipe éducation pour découper cette vidéo en différents modules. Il y aura un module sur l'API, il y aura un module sur les différents outils, il y aura un module sur comment commencer sa première application sur le Lovable. Donc, on va un peu recouper, rajouter du contenu sur cette démo-là et vous assurer qu'elle soit accessible. Vous pourrez le partager et vous pourrez le revoir si vous le souhaitez. Donc, après avoir cliqué sur ce bouton-là, ça va vous créer cette page où, du coup, ça parle de le Pennyline App Builder avec l'API entreprise. Et à partir de là, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Néanmoins, ce qu'on vous conseille, donc là, ce qui a été créé entre Lovable et Pennyline, et l'API Pennyline, la tuyauterie, elle a été faite. Néanmoins, pour qu'on voit des données là-dessus, il ne faut pas uniquement que la tuyauterie elle soit faite, il faut aussi que je donne à Lovable l'accès à une entreprise donnée. Pour ça, il faut créer ce qu'on appelle une clé API. La clé API, c'est vraiment « je suis une entreprise ou je suis un collaborateur comptable, j'ai envie que cette application puisse accéder à les données de cette entreprise, et ben, je vais créer une clé API pour cette entreprise et je vais le mettre là-dedans. » Je vais le faire avec vous, juste pour vous montrer comment c'est simple. Il me suffit d'aller sur l'application Pennyline, d'aller au niveau d'un dossier. Donc là, je suis sur le dossier d'un point de vue comptabilité. Et si je vais dans les paramètres
et que je vais dans connectivité, alors il faut cliquer sur développeur, ça fait un peu peur, mais il n'y a pas besoin d'être développeur pour avoir une clé API ou une token API. Et là, vous cliquez sur générer un token API, Lovable. Je vous conseille de mettre tout lecture seule. Et ensuite, vous pouvez créer la clé. Je ne vais pas le faire là, parce que pour des raisons de sécurité, il ne faut jamais partager ou montrer une clé. Si je faisais le process jusqu'à la fin, la clé, elle serait visible. Et du coup, vous pourrez la copier-coller, et ce n'est pas bien. Et même si c'est sur un coup de démo d'un point de vue sécurité, il faut toujours faire attention à ne pas partager une clé API. J'en ai évidemment créé une avant notre réunion, et j'y ai accès ici. Donc, je suis sur Lovable avec la tuyauterie qui est faite. Et il me suffit d'aller ici, de rajouter mon token API. J'enregistre. Et là, ça me dit que c'est bien connecté, et c'est connecté à ce compte entreprise. Donc là, la base, elle est présente, et vous voyez que c'est très simple. Hein. J'ai cliqué sur un lien Lovable, j'ai créé une clé API, et j'ai déjà une base où c'est connecté à l'API entreprise. Partant de là, tout est possible. Je vous conseille de passer ici en mode plan, parce que je vais lui demander de faire beaucoup de choses, donc j'ai envie qu'il réfléchisse, encore une fois, entre guillemets, avant de commencer à travailler. Plus je lui donne de matière, plus je suis spécifique, mieux ce sera. Mais je vais faire un cas où je ne suis pas trop spécifique. Je suis Cyril, collaborateur du cabinet d'expert comptable Tomate, et j'ai envie de créer un dashboard pour mes clients restaurateurs. Ils n'auront qu'à mettre leur clé API et ils auront une page avec des graphiques et des indicateurs financiers pertinents. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas le meilleur exemple. La réalité, c'est qu'il faut être beaucoup plus spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire une page avec des graphiques et indicateurs financiers pertinents? Il faut que je lui dise, il faut qu'il y ait un ratio entre son chiffre d'affaires mensuel ou les factures payées sur le mois divisé par ces comptes-là. Et c'est là où en réalité, c'est hyper pertinent aujourd'hui en tout cas, on l'imagine comme ça, hein, c'est très pertinent pour les cabinets d'experts comptables de commencer à construire ce genre d'application, parce que là, il y a une intelligence métier que vous pouvez mettre à ce niveau-là. C'est vous qui connaissez vos restaurateurs, c'est vous qui connaissez le marché, c'est vous qui êtes capable de dire, mais en fait, pour mes clients restaurateurs, ils ont besoin d'un dashboard avec 3 chiffres. Vous allez expliquer à Lovable, voici les 3 chiffres dont j'ai besoin, créez-les. Moi, je ne suis pas expert comptable, donc je n'ai pas de clients restaurateurs, donc je ne sais pas exactement quels sont les indicateurs financiers les plus pertinents dont ils ont besoin, mais je vais faire confiance à Lovable pour me suggérer quelque chose. Voilà, ils me disent ça, évolution, facture en attente, top client, charge fournisseur. Je vais lui faire confiance. Il me demande si on a envie d'avoir tout ça. Je lui dis oui. Souhaitez-vous que le dashboard couvre une période par défaut? On va lui dire le mois pas en cours. Voilà. Hop. Donc je lui dis ça me convient. Là encore, il va y avoir un petit peu un temps d'attente, ça va prendre du temps. Quand on est en mode plan, il crée un plan sur la demande que je viens de faire. Donc, il dit transformer la page d'accueil en dashboard financier avec 4 blocs d'indicateurs alimentés par l'API Pennyline. Période par défaut, mois en cours. L'utilisateur saisit son token API via les paramètres existants pour accéder à ces données. Plutôt bien. Structure de la page. Donc, il veut qu'il y ait une barre tout en haut avec le nom de société et les paramètres. Période, mois en cours. J'imagine que ça veut dire qu'il veut qu'il y ait un sélectionneur. Sélecteur mois, ça me va très bien. Chiffre d'affaires du mois, facture en attente, ça me semble bien. Données API à utiliser, je le fais confiance. Je le fais confiance là-dessus. Je ne vais pas regarder, même fichier, créer, modifier. Tout ça, c'est du technique. Je n'ai pas besoin de le regarder. Je vais juste lui demander quand même de faire un petit changement. J'aimerais pouvoir, sur la période, choisir le mois et l'année. J'aimerais pouvoir choisir mois et année. Sinon, tout le reste me convient. Hop. Donc là, il va mettre à jour le plan suite à ma demande. Encore une fois, dans le meilleur des mondes, il faudrait vraiment passer beaucoup de temps sur cette page pour vraiment s'assurer qu'il a bien compris et lui rajouter le plus de matière et de connaissances possible. C'est très important parce que ici, ma demande, elle est un peu générique. Par exemple, je lui dis que je suis dans le cabinet d'expert comptable Tomate. Je ne lui ai pas dit c'était quoi notre visuellement
est-ce qu'on aimait bien avoir des choses épurées, est-ce qu'on aimait avoir des choses plutôt denses, est-ce qu'on avait une police d'écriture. Voilà. Je lui mets aucune de ces informations, donc il va inventer tout ça. Dans le meilleur des mondes, il faudrait être beaucoup plus spécifique. Mais là, pour ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin. Pour l'instant, je suis juste en train d'itérer. Bon, je ne vais pas le relire, je vais lui faire confiance. Et là, je vais accepter le plan qu'il m'a partagé. Et maintenant, il va être passé en mode, on le voit ici, build. Et maintenant, il va construire l'application. On me dit que tout va bien. Il n'y a pas de questions. Alors, c'est une question qui revient tout le temps. En fournissant la clé d'API d'un dossier PNL, n'y a-t-il pas un problème de sécurité de la donnée ou de confidentialité? C'est pour ça que la clé API, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose de dangereux dans un sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le partager, c'est comme un mot de passe en réalité. Mais en quelque sorte, c'est un accès aux données Penny Lane, mais au lieu que ce soit un mot de passe avec un email, c'est une clé unique. Mais cette clé unique, elle est évidemment accessible qu'à quelqu'un qui a déjà les accès. C'est-à-dire que demain, moi ou un collaborateur, imaginons qu'un de vos collaborateurs n'a pas accès à certains dossiers, il ne pourra pas avoir une clé API pour ces dossiers-là. Donc, il faut vraiment faire attention quand on a une clé API à ne pas la partager, mais la clé API, c'est juste une autre manière d'accéder à Penny Lane que le login mot de passe. Mais c'est les mêmes niveaux de sécurité, c'est les mêmes niveaux de permission, c'est exactement la même chose. Et c'est pareil côté gestion, côté entreprise. Quand vous dites, là, je suis en train de créer ce dashboard pour les entreprises, elle a son accès à Penny Lane avec juste son entreprise. Demain, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut créer une clé API, et cette clé API, c'est juste une autre manière d'accéder aux données au lieu de l'interface. Donc là, ça m'a créé un premier dashboard, et j'ai vu en bas qu'il y avait une erreur. Honnêtement, les erreurs, c'est plutôt bien. Je préfère qu'il y ait eu pendant cette démo une erreur, parce qu'en fait, c'est normal que ça arrive, parce que l'intelligence artificielle, elle fait de son mieux, elle n'est pas omnisciente, et donc parfois, elle fait des erreurs. Et donc, c'est très bien, c'est normal. Et là, j'ai vu qu'il y avait une erreur 400. Je vais dire, j'ai vu qu'il y avait une erreur 400. Une erreur 400. Et je pense que même, il n'y a aucune donnée, du coup. Voilà, il y a des erreurs 400, et je n'ai pas de données. Possible de regarder pourquoi. C'est un process itératif, la construction d'une application, et ça peut prendre, là on est un cas assez simple, donc une demi-heure ça va suffire. Parfois ça peut prendre des heures à construire quelque chose de vraiment holistique, connecté à plusieurs produits. Donc c'est normal qu'il y ait des petites erreurs. Normalement l'intelligence artificielle est très forte pour trouver ça. Voilà. Donc il m'explique que l'erreur 400 vient du filtre statut pending. Ça veut dire qu'il a fait une requête à l'API que Penny Lane n'autorisait pas. Donc il a mal compris l'API de Penny Lane. Ça arrive, mais il va être capable de pouvoir corriger lui-même. Et voilà, j'ai mon premier dashboard. On voit qu'il y a quand même des problèmes. Voilà, client et undefined. Je fais un fournisseur. Alors, bon, c'est un compte démo, donc parfois c'est compliqué de savoir si c'est juste que les données dans le compte démo ne sont pas bonnes ou s'il y a un problème de connexion. Je pense que vu qu'on a quand même les factures, je pense que les charges fournisseurs c'est bon, notamment parce que j'imagine que c'est bon, donc je ne vais pas lui demander de creuser ça. Mais là, je vois qu'il y a un autre souci. Encore une fois, c'est normal. Donc, je vais lui demander de corriger. Dans la partie top 5 clients, je vois client undefined. Pourquoi? Bon, la prochaine question, peut-être que je commencerai à répondre à des questions parce que. Enfin, la prochaine question que moi je pose à Lovable, je commencerai à répondre à des questions parce que. Sinon, ça peut être un peu lent. Bon, il me dit corriger.
clear undefined. Je ne vais pas lui demander de creuser. Honnêtement, on pourrait itérer pas mal de fois et à la fin, il trouverait. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Je vais plutôt prendre d'autres applications, de petits changements. Bon, le dashboard, je suis relativement content, mais je lui avais demandé de pouvoir choisir le mois et les années. Bon, c'est quelque chose que je peux faire facilement. J'aimerais pouvoir choisir mois et année, l'un ou l'autre. Les deux en même temps. Hop. Donc là, il va travailler. Et en attendant, je vais commencer du coup à répondre à quelques questions. Première question, je ne suis pas du tout surpris de cette question. Où sont stockées les données qui transitent par Lovable? Alors, il y a deux réponses. Lovable, il y a deux manières de l'utiliser. Une manière, il faut dire un peu trop de technique. Donc, je vais aller plus simple. Ça dépend de votre contrat avec Lovable. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans votre choix d'outils. Nous, aujourd'hui, Lovable a été vérifié par notre équipe IT Security. Et toute donnée qui est stockée, elle sera stockée sur des serveurs en Europe où on a une partie du contrôle et on s'assure que c'est légal. Et c'est quelque chose, il faut faire attention, évidemment, en travaillant avec ces acteurs-là, c'est de s'assurer qu'ils sont conformes à vos critères. Mais c'est sur Lovable. Mais comme demain, si vous utilisez des serveurs chez OVH, les données, elles sont chez OVH. Si vous utilisez un outil, les données sont... Il faut juste s'assurer qu'eux sont conformes. Il faut prendre pour Lovable, pour pouvoir avoir des serveurs uniquement en Europe, il faut prendre le compte entreprise. Je ne sais pas pour les concurrents Replit ou Bolt ce qui est possible. Je sais que pour Lovable, le compte entreprise permet que les données soient en Europe. Tu veux dire que tu vas pouvoir avoir soit les données d'un moment précis, soit celles d'une année entière? Donc, non, je veux pouvoir choisir soit un mois, soit l'année. Non, mais en fait, je ne suis pas du tout clair, moi. Tu veux donner sens dans le sens, je veux pouvoir choisir mai, ensuite choisir 2024, si on va passer 2025, mis à la fin, ce soir. Bon, je ne suis pas vraiment sûr d'être très clair dans mon message, j'espère que lui va me comprendre. Deuxième question de la part de Camille Deltalé. La première question était de la part de Amélie Gardot. Existe-t-il un moyen de connecter Pennyline à Claude? Oui. Claude, donc j'imagine que la question est sur Claude et non Claude Code. Claude, c'est possible de se connecter avec l'API de Pennyline. Pour ça, il faut utiliser un skill. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on vous partagera dans le club IA. Un skill, c'est quoi? C'est une instruction pour de l'intelligence artificielle. Donc, ça peut être Claude, ça peut être GitHub, ça peut être Cursor, ça peut être n'importe qui. Une instruction pour pouvoir se connecter à l'API. Mais c'est vraiment juste, si tu veux te connecter à l'API de Pennyline entreprise, voici ce qu'il faut faire. Il existe un skill, et on vous le partagera, qui n'a même pas été fait par nous, ça a été fait par la communauté, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, c'est un skill qui est open source, et vous pouvez donner ce skill à Claude. Avec ça, Claude pourra très facilement se connecter à l'API de Pennyline. Ah bah, je suis content, il a compris. Maintenant, je peux choisir soit un mois, soit une année. Donc là, je suis content, j'ai un petit dashboard assez simple. Pour mes clients restaurateurs. Je vais me lui dire que, en réalité, je travaille pour Pennyline. Est-ce qu'il est possible de mettre à jour la charte graphique en te basant sur... Parce que ce qui est important, évidemment, j'imagine pour vous, c'est d'avoir quand même un outil qui est aligné avec votre charte graphique. Il vous suffit de vous donner le site internet de votre charte graphique. Alors évidemment, je pourrais lui donner d'autres informations. Je pourrais lui dire, voici la police d'écriture qu'on utilise, voici, etc. Là, je lui dis juste, fais un outil maintenant qui est conforme à la charte graphique de Pennyline. Alors, les changements sont pas... Ah si, quand même, il a mis le bouton ici dans notre verre spécifique et un peu ça.
Il a mis aussi voilà, il a fait quelques petits changements. Encore une fois, je pourrais lui demander d'être beaucoup plus précis et lui demander, de rajouter, par exemple, le logo, ce genre de choses. Mais maintenant, je vais plutôt me concentrer sur une autre partie qui est importante pour les restaurateurs, qui sont les factures. À la fois facture client et facture fournisseur. J'imagine que quand même le plus important pour les restaurateurs, c'est plutôt les factures clients et les non payés. Donc là, je vais lui demander de rajouter une page pour les factures clients, pour suivre toutes les factures qui ne sont pas payées et même identifier les factures qui sont en retard. Donc là, je vais lui demander de repasser en mode plan, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez complexe, ce n'est pas juste un changement dans une page, c'est vraiment de construire une nouvelle page. J'aimerais que tu construises une nouvelle page qui permet d'avoir de la visibilité sur les factures clients non payées. Il faut pouvoir ordonner par date ou par montant. Pour les factures impayées en retard, j'aimerais les voir en rouge. Alors, il m'a fait le plan. Encore une fois, je ne vais pas perdre de temps à le lire. Ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Il faudrait plutôt lire toute la page, s'assurer qu'il a bien compris. La partie technique n'a pas besoin de la voir. Il faudrait quand même un peu plus creuser, notamment sur le format de la page. Voilà, je ne vais pas le faire, histoire de gagner un peu de temps. Et là, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va construire du coup une nouvelle page. Et donc, je vais me permettre de répondre à une autre petite question. Alors, on a répondu une question de Nathalie. Est-ce que le cas est faisable avec un compte gratuit Lovable? Bonne question. Je ne suis pas non plus un expert sur les prix Lovable. Je pense que oui. Une contrainte, avec le compte gratuit, il n'est pas possible d'avoir des serveurs hors Union européenne. C'est forcément des serveurs aux États-Unis. Je pense que c'est possible, malgré tout, de construire, si c'est sur un compte démo ou ce genre de choses, avec Lovable gratuit. Mais je pense qu'il y a certaines limitations, notamment à la fin. Là, donc là, je suis en train de créer ce dashboard-là. Si je veux pouvoir le partager à mon client, il faut le publier. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a que moi qui ai accès à ce dashboard-là. Pour qu'il soit accessible à d'autres personnes, il faut que je publie ce projet et que je le rende disponible sur Internet. Ça, à vérifier, mais je crois que ce n'est possible qu'avec un compte payant sur Lovable. Mais pour tester, pour itérer, ça peut le faire. Après, il y a des limites de crédit, de choses qui sont... parce que vous savez que, en gros, vous pouvez faire un certain nombre de demandes sur des comptes gratuits. Peut-être qu'il y aura des limites de crédit, mais théoriquement parlant, c'est possible de le faire. Mais problème sur la localisation de données. 2, difficile de le rendre accessible à des clients. Et 3, il y a potentiellement une limite d'utilisation qui ne permettra pas d'aller jusqu'au bout. Donc là, il m'a créé la page facture impayée. Hop, je vais sur la page facture impayée. Ah, pareil, erreur 400. Donc je lui dis, j'ai eu une erreur 400 sur la page. Il n'y a aucune facture à payer. Ce serait une bonne nouvelle, mais je pense que ce n'est pas le cas, vu les données qu'on a sur le compte démo. Parce qu'il y a beaucoup de factures impayées. Donc, je vais lui demander de corriger. Une erreur 400, ça veut dire qu'il s'est trompé en se connectant à l'API. C'est normal. Ça veut dire qu'il a appelé, il a appelé pas à la bonne adresse. Bon, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure sur les clear and define. Donc là, bon, quand même, sur les pages de factures impayées, c'est quand même pas utile, je vais plutôt contraignant, donc je vais lui demander de corriger par la suite. Mais mine de rien, si on oublie ce défaut de client indefine, j'ai l'ensemble des factures qui sont impayées et j'ai en rouge, comme je lui ai demandé, toutes les factures qui sont en retard. Parce que j'imagine, voilà, il a mis l'échéance et comme je lui ai demandé, je peux ordonner par le montant ou je peux ordonner par la date. J'ai encore le souci de client undefined.
Alors, voilà, je suis content qu'on ait ce genre de cas où ça arrive tout le temps avec l'intelligence artificielle, c'est normal. Il me dit corriger, et pour le coup, tout est cassé. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui, c'est un process itératif. Non, ce n'est pas corrigé. Je n'ai même plus accès à l'app. En attendant qu'il corrige, je vais peut-être répondre à d'autres petites questions. Alors ça, c'est déjà répondu. Sarah Grastec, est-ce que sur Lovable permet de construire une application de tout type? Comment ensuite ouvrir l'application? Où est-elle hébergée? Je ne sais pas si ma dernière question est là. Alors, ça permet de faire des applications de tout type. Oui, il n'y a pas de limite théorique. C'est juste, et d'ailleurs, vous le voyez, là, j'ai un peu complexifié, et déjà, il y a pas mal d'erreurs. La réalité, c'est que des outils comme Lovable, ça va permettre de construire, moi j'appelle ça des mini-applications, c'est-à-dire que ça va être des applications qui ont un périmètre fonctionnel très limité. Le mieux, c'est d'avoir une petite application pour un cas donné, la gestion des factures en retard, la visibilité pour les restaurants sur un critère X ou Y. Si on essaye de faire une application type Penny Lane, je peux vous assurer que ça ne va pas marcher. C'est beaucoup trop large et en fait, à un moment où quand il va rajouter des pages, il va oublier ce qu'il avait fait avant et ça ne va pas du tout fonctionner. Ensuite, l'hébergement. Alors, c'est un vrai sujet important. Quand j'appuie ici sur Publish, ce qui se passe, là, aujourd'hui, l'application, comme je le disais, elle est disponible uniquement sur mon ordinateur. Pour que demain, cette application, elle soit disponible pour d'autres personnes, il faut le publier, c'est-à-dire prendre le code de cette application, la mettre sur un serveur et s'assurer que ce serveur il est disponible pour les autres personnes. Quand on fait ça, pour le coup, l'application elle est publiée sur les serveurs de Lovable. Et c'est là où c'est important d'avoir un compte entreprise en Union, avec les serveurs en Union européenne, parce que c'est sur les serveurs de Lovable, ce n'est pas sur vos serveurs à vous. Oui, je pense que j'ai répondu à la question. Alors, dans un doute, ça arrive de devoir refresh la page. Hop. Toujours le problème. Et je crois qu'il est toujours en train de travailler. Hop. J'ai toujours le problème. Bon, en attendant qu'il travaille. Autre question, comment protéger nos clés API entreprise ou cabinet? Comme un mot de passe. C'est la même chose. Donc, vous voyez, nous, on utilise OnePassword, qui est donc un gestionnaire de mots de passe. Et vous, d'ailleurs, quand vous avez un gestionnaire de mots de passe, quand vous créez un nouveau mot de passe, il vous propose souvent de pouvoir créer soit un mot de passe, soit une clé API. Donc, il faut avoir la même rigueur sur une clé API que sur un mot de passe. C'est la même chose. Bon, j'espérais quand même que pour ce premier rendez-vous IA, j'ai quelques soucis pour montrer la réalité d'utiliser Lovable. Bon, là, il y en a un peu plus que prévu, mais bon, c'est la réalité des démos. Si jamais il n'arrive pas à répondre à ce problème-là, je lui demanderai juste d'enlever le nom des clients pour l'instant. C'est un problème un peu spécifique. Ah bah parfait. Voilà, c'est bien. C'est parce que j'ai commencé à dire du mal de Lovable, il s'est corrigé lui-même. Et là, on voit qu'il a réussi à récupérer le nom du client. Et hop, je peux filtrer sur le montant, sur la date. Permet d'avoir très simplement. Alors évidemment, je pourrais faire plein d'autres choses. Je pourrais dire, en fait, j'ai envie d'avoir le montant total, j'ai envie d'avoir le montant total par client, etc. Il y a plein de choses. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas le faire. Je vais juste faire un exemple de ce qu'on peut construire facilement, et je pense qu'il y a beaucoup de valeur, c'est lui dire pour les factures en retard, si je clique sur la facture, je veux un email généré automatiquement. Alors, pas par IA, je veux juste un template d'email que je peux copier-coller pour envoyer au client. Là, et pourquoi je montre cette petite fonctionnalité par email? Aujourd'hui, ma petite application n'est connectée que à Penny Lane.
Mais la beauté de ces petites applications, c'est qu'il va être possible de se connecter à plusieurs outils. C'est là où ça a de la valeur, c'est que ça peut être très spécifique en fonction de vos besoins. Mais je pourrais imaginer que là, cette petite fonctionnalité que je suis en train de rajouter, qui me permet d'avoir un email potentiellement envoyé au client, je peux lui dire, rajoute une connexion à mon client mail Microsoft et permets-moi d'envoyer l'email directement depuis l'interface. Quelque chose qui est faisable. Et donc, ça peut permettre de revoir toutes les factures en retard, de préparer des emails et de les envoyer automatiquement comme ça de l'interface. C'est l'avantage de ces petites applications, c'est que c'est très facile, comme je l'ai fait avec l'API de PennyLane, c'est très facile de se connecter à des outils si ces outils ont une API. Et c'est le cas de tous les clients mail. Il y a toujours une API, c'est toujours faisable. Ce n'est pas le cas de tous vos outils métiers, hélas. Mais pour le sujet mail, le CRM, il y a tout le temps une API. Quel type de contenu veux-tu dans l'email de relance? Bon, voilà, formel et standard, très bien. Toujours un peu de temps. Hein. Il faudrait que je mette pour le prochain rendez-vous. Il y a une petite musique d'attente quand je réponds pas aux questions. Bon, bah, en attendant, je réponds à une question. Toutes les données de PennyLane sont exploitables. Exemple, point en suspens du dossier de travail. Non. Tout n'est pas exploitable, hélas. La couverture de l'API, donc par couverture de l'API, ce que j'entends, c'est quand je prends toutes les données et toutes les actions faisables dans PennyLane, la couverture de l'API, ça veut dire le pourcentage qui est faisable par l'API. On a un pourcentage qui est très, très, très élevé, mais qui n'est pas 100%. Et je vous invite, le meilleur moyen de savoir, je vais vous partager la documentation ensuite dans le post, dans le Club IA, il y a pas mal de choses à partager. Mais honnêtement, je pense que la meilleure manière de savoir si c'est couvert par l'API ou pas, c'est d'utiliser le modèle que vous utilisez, Claude, ChatGPT, qu'importe, de lui donner l'URL de l'API et de lui demander est-ce qu'il est faisable de faire ça? Et il vous répondra. Moi, je peux vous répondre en gros smile, on a la majorité des choses, mais si c'est un cas concret, utilisez l'intelligence artificielle, donnez-lui la documentation de l'API de PennyLane et il sera capable de manière vraiment très fiable de vous répondre ou pas si c'est faisable. La majorité des cas, c'est faisable, mais ce n'est pas 100% des cas. Donc maintenant, hop, bah voilà, bah parfait. Si je clique sur une facture en retard, voilà, si je clique sur une facture qui n'est pas en retard, il ne se passe rien. Donc les factures en retard, celles qui sont en rouge. Si je clique, bah voilà, je peux directement copier le corps de l'email et préparer et l'envoyer ensuite dans ma boîte mail. Encore une fois, en temps 2, je pourrais imaginer que je connecte ma boîte mail directement ici et je peux envoyer les emails directement en cliquant avec un petit bouton envoyer email. Il ne nous reste que 3 minutes, donc je vais arrêter la démo ici. Je n'ai pas eu le temps de faire la facture client, comme je vous ai montré tout au début, mais honnêtement, c'est exactement la même chose. Il suffit de repasser en mode plan et de lui dire est-ce que tu peux me faire une visibilité sur les factures clients, les factures fournisseurs, les factures fournisseurs non payées. Et voilà, il fera un dashboard de la même mesure. Évidemment, je pourrais rajouter plein d'autres choses sur cette page, mais j'espère que vous êtes convaincus maintenant que le potentiel, il est quand même assez élevé pour ce petit genre d'application. Parce que petit rappel, quand même, il y a une demi-heure, il y avait littéralement absolument rien sur cette page Lovable. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un outil qui est certes pas partageable en l'état à un potentiel client restaurateur, mais qui quand même propose quelque chose qui a de la valeur. Et en itérant dessus pendant une demi-heure, une heure, en rajoutant votre expertise métier, c'est sûr que vous pouvez créer un dashboard qui aura vraiment de la valeur à vos restaurateurs. Et ensuite, c'est juste pour votre marque employeur, pour votre marque, pardon. C'est quelque chose quand même de très positif. Donc, j'espère que je suis arrivé à vous convaincre qu'il est possible aujourd'hui, du coup, avec l'intelligence artificielle, de construire ces petites applications rapidement. Et du coup, on se retrouve. Alors, petit rappel, plein de petits rappels. On va vous envoyer un email avec la vidéo et pas mal d'informations. Je vais répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre en séance dans le Club IA sur la communauté PennyLane. On va vous envoyer le lien pour le Club IA PennyLane. Et aussi, dans l'email, je vais vous envoyer un Typeform. Si vous avez des idées, si vous souhaitez potentiellement un accompagnement de PennyLane sur des petites applications auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à remplir ce Typeform. Si vous le remplissez, je vous contacterai par la suite. Et
Prochain rendez-vous IA, donc cette fois-ci, ce ne sera pas un mercredi, ce sera le jeudi 23 avril 2026 à 14 heures. Encore une fois, pour 45 minutes. Je n'ai pas encore le cas en tête, mais je pense que ce sera une session similaire dans le sens où on va faire une démo depuis zéro, et je pense qu'on fera une démo plus complexe parce qu'il n'y aura pas de préparation de présentation. Je pense qu'on va directement passer à la démo et faire un cas un peu plus compliqué. Je n'ai pas encore le sujet exactement et je vais me baser sur vos retours dans le Typeform et dans le chat pour préparer cette prochaine session. Donc, encore merci tout le monde pour votre présence. N'hésitez pas aussi à partager des feedbacks, hein, si vous avez bien aimé, pas aimé, si vous aurez aimé passer plus de temps sur un sujet X ou Y. On n'en est qu'au deuxième. L'idée, c'est d'en faire plein et de vous accompagner dans votre transformation intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à partager vos retours, histoire qu'on améliore les prochaines sessions. Merci à tous.